Parcours de coach. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis David Marion, coach professionnel, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle série de podcasts intitulée Parcours de coach. Comme son nom l'indique, chaque épisode sera l'occasion d'interroger un homme ou une femme sur ce qui l'a conduit à devenir coach professionnel. Pour ce premier épisode, nous recevons Paul Devaux. Adolescent, Paul pratique le yoga et s'intéresse à la spiritualité. Après le bac, il s'aventure sans conviction dans une prépa, puis dans une école de commerce, qu'il quittera sans regret et sans diplôme. Alors il entre dans la vie active et devient commercial. Ce n'est pas une vocation, mais il sait écouter ses clients. Alors il vend, plutôt bien d'ailleurs, sauf que sa quête de sens n'est pas assouvie. Et puis un jour, il bénéficie d'un coaching. Aussitôt, il comprend que ce métier est fait pour lui. La suite, je vous invite à la découvrir dans cet épisode. Spontanéité, authenticité et franc-parler, en route pour 38 minutes d'entretien avec un coach amoureux de son métier et qui en parle avec générosité. Je vous souhaite une bonne écoute. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Paul Devaux, bonjour. Bonjour. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard lorsque tu avais 7 ans ? J'avais envie d'être médecin, moi. J'étais intéressé par le corps humain. Je m'étais ouvert un petit carnet dans lequel j'écrivais des mots comme myocarde. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc je regardais dans le dictionnaire pour comprendre. Et puis, je m'interrogeais sur ce que c'est que l'éternuement, pourquoi on tousse, c'est quoi un frisson ? C'est quoi ce genre de manifestation ? C'est vraiment étrange. Voilà, puis bon, je ne suis pas devenu médecin parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait apprendre des tas de trucs par cœur, que c'était du latin, des mathématiques, et puis apprendre tous les noms des médicaments. Et ça, en une seconde, j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. J'avais beaucoup de curiosité et j'ai très vite appris à ne pas poser de questions parce que je n'obtenais pas les réponses. Mon enfance n'était pas bien intéressé par ce que je vivais. Et c'est vers 15 ans que j'ai eu comme si la locomotive avait raccroché les wagons. Tout d'un coup, il y avait un escargot dans la coquille. Et je me suis mis à me transformer complètement. Sans doute processus de l'adolescence. Il y a eu un truc particulier qui s'est passé là. Je suis devenu moi-même. J'avais un sentiment de liberté. J'avais un sentiment d'excitation intellectuelle, en fait. Je comprenais plein de choses. Je me suis intéressé à presque rien, mais à fond dans la spiritualité et les questions de développement personnel. C'était motivé par la mort d'un petit garçon, mon neveu qui avait 1 an et demi ou 2 ans, qui a été rendu malade à cause du BCG. Il a fait une intolérance au vaccin. Puis il a traîné d'hôpitaux en hôpitaux jusqu'à décéder. Et ma sœur, dont j'étais proche, a été très impactée par la mort de son petit garçon. Ça l'a touchée dans une sorte de sens qu'elle essayait de trouver à cette situation, qu'elle a trouvé d'ailleurs. J'ai été également embarqué dans cette dynamique-là. Et je me suis intéressé à l'écologie, à la diététique, au yoga. Donc voilà comment je me suis lancé dans ces choses-là. Et tout d'un coup, ça s'est ouvert. Alors ça, c'est peut-être 13-14 ans plus tôt. Et je me suis mis à lire des livres, à aller à des conférences. Et ça m'a profondément nourri, en fait. Mais alors, paradoxalement, ça m'a également fortement marginalisé. Les jeunes gens de mon époque parlaient de bagnoles, de filles. C'est pas que les filles m'intéressaient pas, mais j'avais rien à en dire. Et les voitures, ni les motos, ni le foot ne m'intéressaient. Donc voilà. Comme j'ai pas de culture générale, l'histoire géo, les sciences nat, etc., j'ai jamais été bon à l'école parce que ça ne m'intéressait pas. Je suis quelqu'un qui a fait en fait une sorte de filtre très sévère, très tôt, qui s'est dit mais ce monde est absurde. Il y a une quête de sens, très tôt. J'avais une quête de sens très très tôt, oui. Que j'ai pas reconnu quand j'avais 6-7 ans. J'étais malheureux à l'école, j'étais malheureux finalement partout, sauf avec mes parents. J'étais tranquille en train de jouer dans ma chambre. La quête de sens s'est révélée dans sa plénitude quand j'avais 14-15 ans, quoi. Après le bac, tu fais une école de commerce. C'est assez surprenant. Ouais, parce que ne sachant pas quoi faire. Mes parents m'ont inscrit dans une prépa HEC privée parce que j'avais un mauvais dossier. J'avais pas été en cours du tout de la terminale, je glandais en permanence. J'étais rebelle au système, donc je voyais pas pourquoi j'irais au cours. Et donc j'allais m'amuser à faire des arts martiaux avec des copains au lieu d'aller en cours. Et c'était très très sympa. Et pendant la prépa, je n'ai rien fait du tout. Donc j'ai redoublé cette prépa, mais cette fois-ci j'ai été intégré dans une bonne prépa qui m'a permis d'intégrer 4-5 écoles et j'en ai pris une au hasard Balthazar. Et je me suis fait virer de cette école à la fin de la 2e année, ayant redoublé la première. Et moi qui ne travaillais pas du tout et qui ne m'intéressais ni au marketing, ni à la gestion, ni au contrôle de ceci, ni à l'informatique, ni à rien, j'étais en fait en perdition. T'étais presque un ovni. Ouais, complètement. Électron libre, qui avait rien à foutre de tout ça. Et je me cherchais sans me trouver.
Et qu'est-ce que tu fais alors à ce moment-là? Et là, il faut bien que je fasse quelque chose, donc je fais un bout de service militaire, puisqu'à l'époque on en faisait un. Et puis je me lance dans la vente en répondant à une petite annonce. Là, je me découvre un talent de communicant parce que je sais écouter les gens, parce que j'inspire confiance, parce que aussi j'ai le sens de la synthèse et je reformule bien. Je découvre que je n'aime pas argumenter. Ça m'intéresse pas de convaincre les gens. Ça m'intéresse de comprendre ce qu'ils ont à dire, de leur ouvrir des possibilités. Je les aide à acheter et je leur vends rien. Je sais accompagner des gens à acheter pas trop mal. Si bien que je réussissais quand même très bien. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai très vite été manager de vendeurs, manager de vendeurs. D'abord dans la pub, je vendais de l'espace publicitaire, puis ensuite dans le marketing direct. Je vendais des prestations techniques, marketing téléphonique ou de marketing par mailing. Ce qui était amusant, c'était de se dire, dans le fond, si je fais des contacts, immanquablement je fais des propositions. Et si je fais des propositions, immanquablement il y a des signatures. Et quand je vois sur le petit tableau de comparaison avec les autres vendeurs que finalement j'ai fait plus de contacts que d'autres, que les gens finalement tout en faisant des devis, il y en a un certain nombre qui signent, et ça fait plus de chiffres que tous les autres. J'ai eu le sentiment que je pouvais maîtriser quelque chose de mon destin professionnel qui sinon me paraissait totalement aberrant, quoi. À 33 ans, tu bénéficies d'un coaching, et là c'est un déclic pour toi. Alors qu'est-ce que tu as appris sur toi qui t'a donné envie de devenir coach en fait? Alors le mec était un ancien coach interne de chez Rank Xerox, qui s'appelait José Manuel Sarceda, un type très gentil, très brillant, qui m'a permis de comprendre ce que j'avais vécu, mettre une sorte de perspective sur la souffrance liée au non-sens de mes activités professionnelles, sur le sens que mes activités professionnelles pouvaient recouvrir si je voulais bien les considérer positivement au lieu de partir d'un préjugé que c'est de la connerie. Et j'ai cessé de trouver que le travail était sale et je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent, ça pouvait créer de la valeur pour autrui. Immédiatement, grâce au coaching, j'ai découvert que je pouvais trouver une petite place dans ce monde dans lequel je n'en trouvais pas pour moi et que je pouvais être payé pour ça. J'ai découvert du sens et j'ai découvert aussi le développement personnel. J'ai découvert qu'on pouvait se fixer des objectifs, qu'il y avait des moyens d'atteindre ces objectifs, qu'on pouvait réussir sa vie en ayant les mains sur le volant. Ça t'a réconcilié avec pas mal de choses en fait, ce coaching. Ouais, ça m'a petit à petit réconcilié avec ma famille, que j'aimais beaucoup, mais j'étais déçu qu'ils ne s'intéressent à rien d'intéressant à mes yeux. Et puis petit à petit, j'ai compris qu'il y avait plein de trajectoires possibles, c'était l'immense variété de la vie, et que c'était tout à fait acceptable que des gens s'intéressent à ce qui s'intéresse, même si ça ne m'intéressait pas à moi. Un jour, j'ai fait un stage de MBTI, et j'ai découvert que j'étais introverti. Alors que je me croyais évidemment extraverti, étant commercial, étant coach, ayant du lead dans la vie, dans mes groupes de copains, etc. Ça m'a fait un bien fou de me dire, moi, je me recharge dans la solitude et pas dans la relation. La relation que j'aime beaucoup me fatigue. Et puis, j'ai besoin de réfléchir à ce qu'on me demande avant d'y répondre. Cette petite prise de conscience-là de rien du tout était très importante pour moi. Et il y en a eu comme ça toute une kyrielle qui m'ont ramené petit à petit à davantage proche de ce que je suis profondément. Quelle formation tu suis et qu'est-ce que tu en retiens ? Je ne fais pas de formation au début, puisque j'étais manager de commerciaux, je formais les commerciaux que j'intégrais, et donc j'étais plutôt doué en pédagogie et en animation de groupe. Donc le cabinet qui recrutait des commerciaux pour moi m'a fait travailler en tant qu'ex-manager, qui était tout à fait compétent pour former les gens. Donc je les ai formés techniques de com, techniques de management, techniques de commerce. Alors je connaissais rien de tout ça, mais en l'apprenant aux autres, je me le suis appris à moi-même. Et puis un jour, on m'a proposé de former une personne, et puis on m'a dit que ça s'appelait du coaching. J'ai trouvé ça génial comme truc. Donc au début, j'ai fait du coaching en empirique, sachant pas ce qu'était le coaching. Et c'était, je crois, beaucoup de la formation et de l'ingérence dans les affaires d'autrui que je faisais, mais avec un peu de talent et un peu de sympathie, donc ça marchait bien. Sachant qu'à cette époque-là, les gens ne savaient pas bien ce qu'était le coaching, donc il n'y avait pas de point de référence. Donc si les conseils ou les apports étaient intéressants et que la personne était sympathique, ils étaient contents. Donc j'en ai fait 3-4 comme ça, et puis je me suis formé au coaching. J'ai découvert que ce n'était pas du tout ce que je croyais. Je me suis formé auprès d'Olivier de Villard, qui fut mon associé par la suite. J'ai compris que j'étais très très loin du compte, qu'il fallait que je me fasse psychothérapeute, que je me fasse superviser, que j'apprenne des tas de trucs, etc. Donc que je me fasse certifier. Enfin bon, je suis parti pour le grand 8 là. Et tout ça m'a pas appris grand chose en fait. La psychothérapie m'a emmerdé plutôt qu'autre chose. Surtout que j'ai fait de la psychanalyse. Alors moi, la psychanalyse, c'est pas mon truc, mais pour le savoir, encore faut y aller. Et comme De Villard était psychanalyste, il m'avait conseillé un psychanalyste. J'en ai fait 3 ou 4. Ils ont été pas tous mauvais, mais enfin bon, c'est moi qui n'étais pas un bon client. Et donc, je me suis un peu emmerdé de m'allonger, de dire qu'est-ce que je vais lui raconter maintenant. Moi, j'avais besoin d'un dialogue plus nourri. Et puis, quelque chose d'un peu plus structurant. Puisqu'en fait, j'étais coach. Et ce que je m'attendais, c'était à être coaché.
c'est-à-dire à me fixer des objectifs et à progresser. Alors que là, il s'agissait juste de raconter ce qui venait, et pour moi, ça faisait pas de sens, encore une fois. J'étais pas un cas lourd, j'avais eu une enfance un petit peu difficile par certains côtés, mais très heureuse, pas subi de violence, pas subi de quoi que ce soit de traumatisme. Donc voilà, la petite histoire, une fois qu'elle est mise à plat, et puis que les émotions sont mises à jour, on va pas en faire tout un plat, quoi. Donc j'ai fini par arrêter, quoi. Et la supervision, par contre, m'a été très utile. Très utile. J'ai eu plusieurs superviseurs, à chaque fois c'était très fin, très percutant, très doux aussi, ça m'a beaucoup surpris. Que les superviseurs que la vie avait mis sur mon chemin étaient des gens gentils, qui me valorisaient et qui me donnaient confiance en moi. Alors tu dis d'ailleurs dans un des textes que tu as écrit sur ton site internet que tu étais fait pour être coach, pas vendeur. Ah oui. Un vendeur, ça aime séduire, ça aime convaincre. Moi j'aime reformuler, j'aime synthétiser. Passer au tiroir caisse et dire jackpot, j'ai vendu, ça m'intéresse, je suis content. Quand je joue au flipper, j'aime bien gagner une partie gratuite, mais ça me fait pas vibrer en fait. Moi, j'aime accompagner, j'aime que les gens trouvent du sens à leur équation, qu'ils la résolvent et qu'ils s'en aillent chez eux heureux et qu'on se revoit plus. Alors si on se revoit, ma foi, je suis très heureux de prendre de leurs bonnes nouvelles, mais je veux dire, j'ai pas besoin qu'on s'inscrive dans une relation dans la durée. Peut-être parce que je suis introverti, j'ai pas tant que ça besoin de la relation. Ça me donnait une place dans la société, ça me permettait de créer de la valeur tout en prenant du plaisir. J'ai fait aussi des formations chez PNL Repère, c'était des outils d'excellence de la PNL au service du coaching, ça m'avait bien plu. Puis ensuite j'ai fait des formations à Alain Cardon, je les ai toutes faites, et là j'ai trouvé ça absolument génial. Et donc j'ai dû prendre de la distance par rapport à ces formations que j'ai faites pour modéliser mes propres concepts. Mon propre style aussi. J'intégrais petit à petit les méthodes que j'avais apprises en formation. C'était métabolisé sans effort de ma part. Je voyais un coach faire, je lisais un bouquin, je suivais une formation, et aussitôt, ma pratique était infléchie. Le soir même, je changeais déjà des choses dans ma façon de faire. J'y prenais beaucoup de plaisir parce que c'était pour moi très créatif. J'avais le sentiment de progresser tout le temps. Alors donc, tu as des débuts, effectivement, qui se passent plutôt bien, dans lesquels tu expérimentes beaucoup. Et puis à un moment donné, tu décides de t'associer pour créer une société dans laquelle vous faites des formations commerciales, du management et évidemment du coaching. Comment tu qualifierais cette aventure professionnelle qui a duré 7 ans quand même ? Alors, c'était mon formateur, Olivier de Villard, qui m'avait proposé qu'on s'associe. J'ai pas dit oui tout de suite, mais j'ai pas dit non bien longtemps. Je me suis retrouvé associé avec des coachs plus seniors que moi, dont certains étaient à quelques années de la retraite seulement. Et on s'est entendu moyennement. C'est-à-dire que c'est un homme qui a de grandes qualités, et puis quelques petits défauts. J'ai parfois pas su voir les qualités et focaliser un peu trop sur les défauts. Donc ça vient de moi. Mais bon, j'ai fait 7 ans. J'ai fait mon apprentissage comme les compagnons du devoir. J'avais mes propres comptes, je faisais mes propres interventions. Je me rappelle qu'il m'a invité un jour à voir une intervention géniale qu'il faisait avec 300-400 personnes. Il avait organisé tout un système depuis des mois où les gens de façon autonome travaillaient en mode forum ouvert, World Café, Trinôme, etc., etc. Puis le grand séminaire où tout le monde met en commun tout ce qu'ils ont trouvé. Et je vois ça, et j'avais rien à dire, rien à faire, j'étais payé pour regarder. Il me dit, asseyez-vous là, parce qu'il me vous voyait. Il me fout dans un coin, et regardez, écoutez. Bon, alors je reste là à m'emmerder un petit peu, en même temps que j'écoute des tas de gens parler de tas de trucs. Puis il me dit, qu'est-ce que vous entendez là ? Je dis, j'entends un brouhaha, qu'est-ce que vous voulez, je suis loin de chaque table, et il ne voulait pas que j'aille aux tables. Donc il me dit, mais est-ce que vous entendez l'énergie du groupe ? Alors je dis, oui. Et il m'a appris à écouter quel est le bruit du moteur. Au lieu de conduire à l'aiguille du compte-tours, il faut conduire au bruit du moteur. Donc, à animer des groupes à partir du sentiment global qui résulte de l'ensemble des énergies. J'ai trouvé ça génial. Puis ce type-là avait pas mal de talent et pas mal de génie, donc il m'a appris beaucoup de choses. En 2006, tu prends ton autonomie et tu crées ta propre structure. Alors ça, c'est une autre expérience, parce que dans la première expérience d'association, j'ai surtout appris à comment ne pas réussir. Comment ne pas réussir en association, comment réussir à ne pas développer un cabinet. Mes maîtres ont été excellents pour ça, ils m'ont montré comment faire. Et je leur ai dit d'ailleurs, écoutez les gars, ça va bien, vous m'avez tout appris comment rater, maintenant je vais essayer de réussir de mon côté. Donc c'est ce que j'ai fait, pas tellement avec leur bénédiction, parce qu'évidemment ils l'avaient un peu mauvaise, mais ils étaient en train de se séparer, tout ça, ça végétait, c'était l'histoire d'un échec. Moi je pense qu'un coach c'est quelqu'un qui a beaucoup échoué. Et donc je les remercie, l'association a échoué, mais tous les clients étaient satisfaits, et puis moi j'ai appris à faire du coaching, j'ai appris à faire du chiffre, à vendre beaucoup et à vendre cher, donc c'était très intéressant pour moi. Et puis j'ai appris à côtoyer des grands barons du coaching. Et puis, à force d'être le jeune premier de la bande, j'ai fini par ne plus l'être et être moi-même quelqu'un qui a de l'âge et qui a de l'antériorité. Et donc aujourd'hui, j'essaie de ne pas commettre les erreurs que je les ai vues commettre.
Et puis aussi, c'est plus la même époque. Ma nouvelle association, elle visait à avoir des relations fluides avec des gens simples, pas des crânes pointus qui se prennent le chou avec des concepts à la con, parce que tout ça n'est pas si sérieux. On peut dire des choses intelligentes sans se prendre pour quelqu'un. On peut modéliser des outils sans les cacher dans un coffre à double tour au cas où quelqu'un nous les prenne. Moi, je crois que les outils ne sont rien. Ce qui fait tout, c'est l'art de s'en servir. Et l'art de s'en servir, c'est pas des savoir-faire, c'est des savoir-être. Ça dépend d'une qualité de présence. Et ça, c'est intrinsèque à chacun. On ne peut pas être copié. Comment tu qualifierais ta pratique du coaching? Comme j'avais fait un peu des études personnelles dans le yoga, dans le qigong, dans l'ésotérisme, dans la métaphysique, tout ça, dans la spiritualité, comme on dit, j'avais quelques notions de ce que sont les 4 énergies, les 4 éléments. Et donc, j'avais cette façon de voir le monde en terre, eau, air, feu. Et je me suis dit, mais le coaching, finalement, c'est à peu près la même chose. J'ai trouvé que la terre, c'était le concret, c'était les méthodes, c'était le cadre, c'était la structure, que l'eau, c'était la relation, les sentiments, la cohésion des groupes, que l'air, c'était l'inspiration, c'était la vision, la stratégie, la transversalité, que le feu, c'était l'action, les résultats, les progrès. Ma vision du coaching, donc, je l'ai travaillée à partir de ce modèle. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la posture terre d'un coach? Dans la terre, il aide son client à s'enraciner sur ses points d'appui. Donc, comment on aide un client à prendre appui sur ses points d'appui? En valorisant ses points d'appui. Pour ça, il faut lui offrir un regard positif. Le courant de la psychologie positive qui dit que plutôt que de regarder des défauts et de s'essayer de les résorber, il vaut mieux s'intéresser aux points forts et puis capitaliser dessus. Donc j'ai trouvé intéressant qu'ils aient une théorie et des expériences scientifiques pour démontrer ce que je pressentais comme juste. Donc pour moi, le coaching de l'énergie, puisque je l'ai appelé comme ça, c'est d'abord une manière d'être présent dans son corps, d'être ici et maintenant engagé auprès du client, lui offrant un regard positif sur sa situation, sur ses chances de s'en sortir, sur lui-même, ses qualités, ses potentiels. Deuxièmement, il y a la relation qui fait tout dans le coaching. Et pour moi, la clé de la relation, c'est une relation authentique. Ça veut dire que je ne vais pas chercher à plaire, je ne vais pas chercher encore moins à séduire, je ne vais pas rentrer dans des jeux, ni de justification, ni de reproches, ni de plainte, ni de manipulation quelconque. Je vais être le plus vrai, le plus simple, je vais dire aussi le plus humble possible. Humble, ça veut dire qui est proche de l'humus. C'est-à-dire qui est le plus vrai, le plus soi-même possible. Troisième chose qui caractérise mon approche du coaching, c'est l'orientation solution. On n'est pas là pour décortiquer des problèmes, on est là pour envisager des solutions. Et pour ça, le client est toujours pris dans un cadre de référence qui l'enferme. Ce sont ses pensées qu'il croit vraies, qui sont ses croyances donc, ses pensées qu'il croit importantes, qui sont ses valeurs, qui lui ont permis de devenir ce qu'il est, de réussir ce qu'il a réussi. Et c'est précisément ce cadre-là qui maintenant le met en échec dans une situation où son cadre de référence n'est plus adapté. Donc le problème du client, c'est de remettre en question son cadre de référence. C'est de penser out of the box. Et pour ça, dans la symbolique de l'air, il faut être très impertinent pour challenger son cadre de référence, pour bousculer ses certitudes. Quand vous n'avez pas peur de l'autre, vous n'avez pas peur de vous tromper, vous ne cherchez pas à faire parfait, vous êtes juste en train d'être le plus authentique possible et à l'écoute de l'inspiration, au sens propre du terme d'ailleurs. Je m'écoute respirer pendant que je coach. Donc j'écoute mon inspiration et mon expiration. À quoi est-ce que j'expire en ce moment même? À quoi j'accepte de mourir? Et à quoi est-ce que j'accepte de m'ouvrir pour être inspiré par l'instant présent? Et bien ça, c'est l'air dans le coaching. C'est ce qui provoque l'insight, c'est ce qui provoque la prise de conscience et la vue dégagée vers des solutions qu'on n'envisageait pas quand on était coincé dans le cadre de référence. Puis enfin, il y a le feu, quatrième dimension du coaching de l'énergie, c'est aller à l'essentiel. Et puis, ce qui va avec, c'est lâcher prise. Ça coach à travers moi. Il faut savoir faire des bonnes reformulation, il faut savoir offrir du feedback pertinent, il faut savoir faire un certain nombre de choses qu'on apprend dans les formations, mais tout ça c'est à l'avant-plan et ça pèse pas lourd dans l'effet du coaching. Sans tout ça, il n'y a pas de coaching, mais avec tout ça, il n'y a pas un coaching très puissant. Ce qui va donner vraiment le déclenchement puissant du coaching, c'est la qualité de la relation qui est fonction de la qualité de la présence du coach, qui induit la qualité de présence du client. On a l'ambition d'offrir à l'autre les moyens de progresser à partir d'un miroir qu'on lui tend sous forme conversationnelle de questions, de feedback et de reformulation. Et ça, c'est puissant. En 2018, tu t'associes de nouveau pour créer une école, cette fois, une école de coaching. J'avais un amour réel pour les coachs. Je me suis dit, ce monde qui va à la dérive et qui est dépourvu de sens et qui est vraiment vilain, autant j'aime la planète, autant j'aime l'humanité, autant j'aime pas le monde.
Ce monde créé par le mental humain est un monde d'horreur. Si on veut le changer, ce monde, il faut quand même savoir où est-ce qu'on va mettre sa petite pierre dans le mur pour participer à la construction de l'édifice. Les coachs sont sortis du système, ils sont tous branchés par des questions de spiritualité, ils ont tous un très bon fond. C'est des gens généralement gentils, qui sont bienveillants, qui ont une sensibilité aiguë aux émotions, mais simplement ils ne sont pas aussi pragmatiques et ils ne sont pas aussi efficaces que leurs cousins managers. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont moins adaptés au système que le sont ceux qui restent managers. C'est pour ça qu'ils deviennent coachs. Et je suis très heureux de les accompagner parce que quand on aide un manager, on aide 10 personnes derrière ce manager. Quand on aide un coach, on aide 10 managers, donc 100 personnes derrière ce coach. Je suis vraiment très motivé par former les coachs, superviser les coachs, les aider à s'épanouir, à réussir leur vie et à faire du business. Parce qu'on ne peut pas faire du coaching si on ne fait pas de business. Alors, plus jeune, tu avais quand même un rejet du système. Ouais. Et là, avec cette école, d'une certaine manière, tu as créé un système. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe quand même? Oui. Ah si. Mais c'est un paradoxe qui s'explique très bien. En fait, j'ai découvert qu'il n'y avait rien à rejeter. Que le système fait partie de la vie et que les décadences de ce monde que je n'aime pas, ça fait partie de l'expérience qu'est à vivre. Le système, c'est trop facile de le rejeter, il faut l'améliorer. Donc moi, avec une ambition très faible, je participe comme le colibri à l'amélioration de ce système à travers des coachs que je forme et puis à travers des coachings, voilà. Alors c'est une approche, on pourrait presque qualifier d'universelle. Est-ce que c'est adapté à tous les sujets, à tous les thèmes? D'abord, qui peut le plus, peut le moins. Le coaching de l'énergie, c'est une spécialisation du coaching. Donc quand un client vient me voir, je refuse pas les demandes. En revanche, quelles sont celles pour lesquelles je me positionne, quelles sont celles pour lesquelles je mènerai une démarche de vente, ce seraient celles qui correspondraient bien au coaching de l'énergie. Quand des personnes veulent vraiment changer des comportements, les prises de conscience ne suffisent pas. Il faut que ça percole au niveau émotionnel. Il faut l'engrammer dans le corps à travers un certain nombre d'actions. Et tout d'un coup, le client va devenir acteur de son sujet, auteur de sa vie, parce qu'il va, grâce à la centration et à l'enracinement du coach, est amené lui-même à quitter sa tête pour descendre dans son corps et à toucher son centre. Il va réinvestir son centre. Tu es aussi superviseur. Oui. Quels sont les principaux problèmes des coachs d'aujourd'hui? Le problème des coachs d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont une vocation réelle, un talent réel. Ils n'ont pas de pratique. Un boulanger, quand il fait des baguettes de pain, le mec, toute la journée, il en fait. Donc, je ne sais pas combien il en fait, peut-être 400 par jour. Donc au bout de 3 ans, même s'il est super mauvais, il a fait 400 x 365 x 3 ans de baguettes de pain. Donc il sait un peu de quoi il parle. Un coach, quand il démarre, il fait 1 ou 2 coachings, 3, 4 coachings dans l'année. Puis l'année suivante, il en fait encore 3, 4 ou 5, 6. Enfin voilà, quand on fait 3, 4 trucs par an, il en faut des années avant de commencer à maîtriser son job. Donc les coachs, je suis désolé de le dire, on est une profession d'amateurs. La plupart des coachs ne vivent pas du coaching, ils font très peu de coaching. Alors certes, quand au bout de 10, 15, 20 ans on persévère, on finit par avoir un peu d'expérience. Cela dit, c'est pas au nombre d'heures de vol qu'on va mesurer la qualité d'un coaching. Mais quand même, si on en a vraiment très peu, ou pas assez, on manque de matières premières. Il y a un juste milieu à trouver. Et j'ai l'impression que beaucoup de coachs ne sont pas dans le juste milieu, ils ont malgré eux pas assez de clients. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pas vendre. Ce sont de mauvais entrepreneurs. Donc ils sont indépendants et puis ils développent pas leur business. Ils savent pas bien faire un site internet, ou ils le font pas si mal, mais ça se transforme pas. Et je peux en parler parce que moi j'ai un gros site internet qui transforme pas bien. Parce que je parle, j'ai pas assez, je mets pas en œuvre les principes marketing que j'ai compris, mais je les applique pas. Et je pense que mes collègues sont pas plus sots que les autres. Ils sauraient vendre, ils sauraient faire du bon marketing, mais ils le font pas. Alors du coup, on est un peu indigent. Et du coup, en gros, les coachs ont un gros problème de vivre du coaching. Et quelle est ton analyse sur l'évolution du métier ? Le coaching a beaucoup à progresser dans sa théorie et dans sa pratique. On va aller vers le coaching de l'énergie. On va aller vers un coaching qui intègre la dimension spirituelle. On va aller aussi dans une démocratisation du coaching, c'est-à-dire que plus il y a de coachs, plus les clients entendent parler du coaching, plus ils sont conscients de la nécessité et de l'envie d'être coachés, et plus il y a de demandes. Selon le cadre de référence que l'on adopte, on croit que le marché est saturé parce qu'il y a trop de coachs, et dans ces cas-là, je vous promets que vous aurez de moins en moins de clients. Soit vous considérez que, et c'est le choix que je fais personnellement, que plus il y a de coachs, plus il y a de clients. Il se trouve que j'ai de plus en plus de clients. Le coaching va aller vers une démocratisation. Par contre, ça va être tiré vers le bas. Il y a les plateformes de coaching qui vendent un coaching pré-packagé. Donc, c'est un coaching moins cher que le coaching d'aujourd'hui. C'est un coaching qui se passe à distance. C'est un coaching où il y a des thèmes
prédéfini, avec un parcours prédéfini, avec plus ou moins des apports de formation. Je me demande où est la partie coaching là-dedans, mais bon, ça s'appelle coaching, c'est hybride, et après tout, pourquoi pas. Moi, je pense que Niçois qui mal y pense, si c'est bien fait, si ça rend service, ça trouve sa place, mais ça n'est pas la pureté du coaching. Alors, je ne vais pas faire mon ayatollah du coaching, mais je crois qu'il y a de la place pour un coaching haut de gamme, un coaching qui touche pas forcément des dirigeants, mais qui touche des gens extrêmement motivés, qui ont les moyens de s'investir dans leur coaching et puis de payer un petit peu ce que ça vaut. Donc il y aura certainement deux tendances. Un coaching qui tire vers le bas, qui n'est plus tout à fait du coaching, et puis un coaching qui va devenir l'excellence du coaching, qui sera encore plus cher que celui d'aujourd'hui. Du sur-mesure, quoi. Du sur-mesure, très puissant. La digitalisation des séances est un phénomène qui est devenu de plus en plus prégnant, plus évident avec le confinement. T'en penses quoi? Que du bien. Les déplacements, ça pollue, ça fait perdre du temps, c'est chiant. Quand on peut coacher des gens dans d'autres continents au téléphone, je le fais depuis longtemps, sans avoir besoin de parler de digitalisation. Pour moi, on y perd évidemment la dimension visuelle. Et encore que, avec la caméra, on en retrouve un peu. En tout cas, on ne perd pas tout le non-verbal, parce qu'on va compenser par la finesse de l'écoute ce que l'on perd par le visuel. Voilà. Et puis, avec les Zooms et autres Skype, on ne perd pas le visuel. Mais je te dirais que je préfère écouter un client au téléphone que de le voir avec sa petite image sur mon écran. Ça ne m'apporte rien de voir sa bobine en gros. On ne peut pas être coach si on n'a pas une très bonne écoute et si on n'a pas aiguisé ses oreilles à fond. Donc pour moi, les coachs ne devraient pas être gênés par le digital. Dans ton parcours professionnel, tu as eu la chance de faire des bonnes rencontres. Quels conseils aux jeunes coachs pour bien s'entourer, pour bien s'associer? Moi, si on m'avait dit quand j'avais 30 ans ou 33 ans qu'on ne peut pas réussir dans le coaching quand on est si jeune, je l'ai appris plus tard que c'était un métier de deuxième partie de vie. Si j'avais su ça, je ne me serais pas lancé. Et comme on dit, il ne savait pas que c'était impossible, donc il a réussi. Alors j'ai envie de dire aux coachs, croyez en vous. Et puis si vous ne croyez pas en vous, croyez dans le coaching. Il y a une magie dans la relation. La magie du miroir va faire la différence. Et si vous êtes appelé par votre vocation profonde à être coach, eh ben vous ferez du coaching. Pour faire du coaching, il faut être coach. Et on est coach à tout instant. On n'a pas besoin d'avoir un client en face de soi pour être coach. C'est un état d'esprit, c'est une façon de voir la vie, c'est un engagement inconditionnel dans l'instant présent. Si on est comme ça et qu'on est coach, on fera du bon coaching. Et pour être vraiment coach, il faut le devenir. Il faut vous former, il faut lire, il faut vous intéresser et il faut pratiquer le maximum. Si vous n'avez pas de clients payants, faites-en des gratuits. J'ai lu quelque part qu'il fallait 10 000 heures d'une pratique pour devenir maître de cette pratique. Avant que vous ayez 10 000 heures de coaching, vous serez mort probablement. Mais vous pouvez avoir 10 000 heures de travail sur soi assez facilement. À compter de 8 heures par jour, ça va très vite. Donc, travaillez sur vous-même tout le temps et vous allez devenir d'excellents coachs. Et les clients vont vous courir après. Sur ton site internet, tu écris « J'avais envie d'une vie cool avec des gens sympas, simples et performants ». Est-ce que tu as réussi ce programme? Oh ouais, mes associés sont super. Mes clients sont super. Alors, il y a une phrase qui dit « On a les clients qu'on mérite ». Moi, je crois aussi qu'on a les clients qui nous méritent. C'est vrai dans les deux sens. J'ai voulu m'entourer de gens que j'aimerais, qui soient vraiment motivés pour leur changement, et c'est ce qui se passe. Et j'ai voulu être entouré de stagiaires dans mes formations qui soient vraiment intéressés par devenir de bons coachs, et d'associés qui ont vraiment envie de s'accompagner entre nous autour de ce projet, et c'est le cas. C'est des gens que je connais depuis 10 ans, on n'avait pas prévu d'être associés au début, puis quand avec Franck Salle, mon partenaire depuis plus de 10 ans maintenant, on s'est dit, il faut qu'on passe un cap, il faut qu'on s'associe. On aurait pu choisir des gens nouveaux, des gens qui avaient des très gros potentiels de business. Et ben on s'est naturellement orienté vers nos vieux compagnons de route, par fidélité au chemin et par attachement à nos valeurs et à nos amis. On s'est associé à 2 en 2018 avec Franck, et là en 2021, on va s'associer à 6. Comment tu parviens à concilier ton envie de spiritualité, d'équilibre, avec justement ce rythme qui est quand même assez soutenu? Je suis passionné de percer dans le centre. Il y a un endroit où il faut vraiment y aller, et là je tape avec persévérance à cet endroit-là. Après, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre la vie professionnelle et la vie intérieure, parce que je suis le même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mes associés sont des amis. Mes clients
ne sont pas des amis au sens, on va s'inviter au barbecue les uns des autres au week-end, on va être le parrain et la marraine de nos enfants respectifs. Non, parce qu'il n'y a pas besoin de promiscuité. Chacun reste à sa place. D'ailleurs, les clients, je ne les touche pas dans le coaching de l'énergie. Chacun reste sur sa chaise. Mais on vit des instants de très grande amitié, de très grande proximité, de très grande intimité, alors même qu'on ne se connaissait pas il y a 2 semaines et qu'on ne se reverra plus dans 6 mois. Alors pour finir, je vais te proposer un questionnaire un peu rétrospectif de ton parcours. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier? Je suis prêt au dépourvu par cette question parce que c'est pas forcément celui dont je suis le plus fier. Je peux raconter des accompagnements qui m'ont plu, mais il y a des tas de clients qui ont réussi leur coaching qui m'ont épaté. Mais est-ce que c'est l'accompagnement dont je suis fier ou est-ce que c'est du client dont je suis fier? Quant à l'accompagnement, des fois, il a été très bon et pas reconnu à sa juste valeur. Ou pas tout de suite. J'ai vu des clients fascinés par eux-mêmes. Alors c'est assez désagréable parce qu'on voit bien que la personne s'écoute parler, se regarde, etc. etc. Mais c'est très touchant parce qu'on voit que cette personne est prisonnière de ça. Et que des fois, elle voudrait bien en sortir, mais elle ne peut pas. Et quand il m'est arrivé que certains de ses clients leur proposaient la question « Mais qui es-tu » qui est un peu la question que pouvait poser Socrate ou Platon, enfin ce genre de mec, et que ça marche. Et que tout d'un coup, parce que c'est moi, parce que c'est elle ou parce que c'est lui, tout d'un coup ça fait tilt et que la personne est quelque part arrêtée net dans son élan, eh ben ça me touche et ça me rend fier de faire ce métier. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client? J'en ai 2 qui me viennent à l'esprit. Un c'est un coaching de manager à haut potentiel qui finalement a été pris dans le cadre de son coaching par une histoire d'amour. Et qui a élaboré 75% de ses séances sur sa maîtresse, comment il allait la séduire, elle est même pas devenue sa maîtresse, mais enfin tous les jeux de séduction qu'ils avaient entre eux et voilà, donc ça c'était très étonnant, très étrange. Et en même temps, ce coaching lui a fait grandir de 2-3 niveaux dans son management et sa relation intime et amoureuse avait tout à fait à voir avec les difficultés qu'il rencontrait en management. Donc moi, comme j'ai pas de tabou, j'ai pas de préjugés, j'ai accepté de me laisser détourner du lit du coaching, si je puis me permettre ce mot, pour rentrer dans un champ qui est un peu extraordinaire. Deuxième cas auquel je pense, c'est une personne qui me dit « Je suis arrivé au bout de mon parcours professionnel dans ce grand groupe et maintenant je voudrais, faire la même chose que ce que je fais, mais à mi-temps. Mais tout en utilisant mon autre mi-temps pour me développer dans d'autres dimensions. Donc j'ai besoin que tu m'accompagnes sur tout déléguer, faire avec beaucoup plus d'efficacité ce que je faisais en me répandant finalement, et j'ai besoin que tu m'accompagnes sur comment investir ce deuxième champ dans ma vie pour explorer, parce qu'en fait je ne sais pas, ça me terrorise, j'ai envie et je ne sais pas par où commencer. Donc voilà, c'était très étrange comme coaching et très puissant. Et les 2 coachings que je raconte là, finalement, je me rends compte qu'ils font écho à ma propre vie. C'est des choses que j'ai comprises sur moi-même profondément qui m'ont permis d'accompagner ces personnes. Qu'est-ce que tu aimerais que les élèves qui sortent de ton école disent de toi? J'aimerais qu'ils ne parlent pas de moi, j'aimerais qu'ils parlent de l'école et qu'ils ne parlent pas de l'école mais de leur formation. J'aimerais qu'ils disent que c'est la meilleure formation qu'ils ont jamais eue. Que le marché dise que la meilleure formation coaching d'équipe, c'est Énergie qui la prodigue. Parce que les formateurs ne sont pas des stars, ne sont pas des vedettes, ce sont des hommes et des femmes en chemin qui incarnent l'esprit du coaching, chacun d'une manière différente, chacun d'une manière authentique, donc avec discrétion. Quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative de coachs? Déjà, il faudrait qu'on me paye très cher pour me foutre dans un truc comme ça. Je dis pas que les gens qui font ça perdent du temps, hein, mais moi j'aurais l'impression de perdre le mien. J'aime pas les réunions, j'aime pas. Je passe mon temps en animé, donc quand j'ai fini, je vais faire autre chose. Donc, alors, je dis pas que c'est inutile, hein, les associations professionnelles, ça met un peu d'ordre dans la profession, ça pose une déontologie, ça contribue à faire connaître le métier. Bon, bah qu'ils le fassent, ils le font très bien, qu'ils continuent. Mais moi, je n'irai pas là-dedans, et encore moins en président. Non, non. Ma première décision serait de démissionner. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours? Je crois que j'ai bien fait tout ce que j'ai fait, juste j'ai mis un peu de temps à vivre les mutations, mais sans doute c'est nécessaire de perdre du temps pour ensuite en gagner. Mais des fois j'ai été un peu long à la comprenette, j'étais un peu long à la détente. J'aurais pu passer à l'acte un peu plus vite. Je serais plus sérieux, parce que j'ai quand même pas mal papillonné.
Je me suis laissé vivre et porter par une vague, un peu comme le surfeur qui pose son surf sur la vague et puis voilà, il glisse. J'ai besoin de temps pour digérer, j'ai besoin de temps pour recevoir l'inspiration. C'est pour ça que souvent je glande un peu. Mais c'est un temps nécessaire, incontournable, incompressible. Donc je ne sais pas ce que je changerais. Peut-être rien. Peut-être je serais plus reconnaissant. Envers la vie. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet entretien ? Que le coaching, c'est super. Que le coaching, c'est de la vie. Et que ceux qui vont écouter ça, ça va être essentiellement des coachs, j'imagine, quelques dirigeants, quelques DRH, en tout cas des gens intéressés par le coaching. Donc, qu'ils retiennent qu'il y a une sorte de jubilation, de joie profonde qui pétille dans le coaching. L'impertinence du coach est quelque chose de vraiment drôle. C'est drôle, un coaching. Le client vient demander ce qu'il ne veut pas, parce qu'une partie de lui n'en veut pas, de ce qu'il demande, et puis il résiste de toutes ses forces au changement auquel il aspire profondément. Tout ça, c'est très drôle. Ça commence comme ça. Et enfin, il paye quelqu'un pour l'écouter et ne rien lui dire, et pour lui poser des questions à la con, qui sont hors du champ de sa pertinence, si bien qu'il va les trouver impertinentes, limite insolentes. Et il paye très cher pour ça. Plus la question est impertinente, plus elle vaut cher. Voilà, c'est un métier de contraste, c'est un métier pour humoriste. Est-ce qu'il y a une musique ou un bruitage qui pourrait incarner ton parcours ? J'aime beaucoup le bruit des vagues. Je trouve que ça a quelque chose de calmant dans sa régularité, parfaitement dissymétrique. Il n'y a jamais deux bruits de vagues identiques, c'est jamais au même chrono, c'est pas le même son, c'est pas le même rythme. Mais globalement, ça crée un va-et-vient, comme la respiration. Et finalement, sous les allers et retours, sous le va-et-vient des vagues, il y a le silence de l'unité. Et voilà ce que me chantent les vagues. Elles me chantent le silence de la profondeur de la mer. Et puis j'adore le bruit de l'orage. Alors, qu'est-ce que ça dit du coaching ? J'en sais rien. Et puisque je parlais des vagues qui parlent de l'unité sous-jacente derrière la pluralité des situations, etc., ça m'a fait penser par association à l'orage qui déchire les ténèbres de la nuit et qui enflamme ce qu'il touche par l'éclair. Je trouve ça génial, je trouve ça électrisant. Ça parle peut-être de mon style de coaching, mais ça parle du coaching aussi dans le sens où le coaching provoque une ouverture dans la carapace. Et à un moment donné, l'ouverture, c'est pas que tendre. Alors le bruit, les vagues, etc., c'est doux, c'est gentil, mais en même temps, il y a le coup de tonnerre qui est pas loin. Sinon, on perd son temps. Si c'est pour faire comme avant, on ronronne. Donc un orage sur la plage. Ah, génial. Ouais, c'est ça, ouais, super. Merci beaucoup, Paul. Merci. Merci à toi. Parcours de coach. Merci pour votre attention. Notre série Parcours de coach est notamment disponible sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à vos contacts. Si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez vous abonner à nos 2 séries de podcasts, Un coach à la une, l'entretien thématique, et Parcours de coach, l'entretien intimiste. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.